Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables, thème de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Parmi les 10 dirigeants à prendre la parole, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, vous saurez l'intégralité de son discours dans nos prochaines éditions. Mais avant tout, revivons ce qui a été l'arrivée du chef de l'État à New York dans ce reportage. Ce dimanche 23 septembre 2018, il est 11h30 sur la piste de l'aéroport international JFK de New York, se pose l'avion présidentiel avec à bord le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Au pied de l'appareil, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Cheo Kitundu, l'ambassadeur Gatama Vita, représentant de la RDC auprès de la mission des Nations Unies pour saluer l'arrivée du président de la République. Le cortège présidentiel rejoint Manhattan où le chef de l'État est accueilli par une forte communauté congolaise venue exprimer son attachement au président de la République qui a réussi à stabiliser, à pacifier et à démocratiser le Grand Congo qui sert désormais de modèle de démocratie en Afrique. Parmi eux, les ministres, les membres du cabinet du chef de l'État ainsi que quelques diplomates en poste aux Nations Unies, à Washington et à Genève. L'agenda du chef de l'État Joseph Kabila Kabange prévoit notamment son intervention à la 73e session ordinaire de l'ONU. Un discours très attendu. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, va certainement aborder les grandes questions d'actualité et réaffirmer la souveraineté de la République démocratique du Congo, une grande nation de l'Afrique qui est décidée à se prendre en charge tout en poursuivant son processus électoral qui va aboutir au mois de décembre prochain à la présidentielle et aux élections législatives. Un processus irréversible, fruit de la constance du chef de l'État qui vient de marquer son époque en désignant le dauphin candidat de la majorité présidentielle. La RDC sort ainsi du lot. Angèle Kanam Kisinda, depuis New York, RTNC. Changeons de registre pour parler sécurité. Djungu, une ville de la province de l'Ituri, justement, est en proie à l'insécurité. À ce sujet, les caucus de députés de cette partie du pays ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Obeminaku Nchalanjoro. Pensez Chisungu Mambakabal pour les reportages. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale pour lui présenter la situation qui prévaut à Djougou, la recrudescence des violences qui s'est faite à Djougou, en Ituri. Alors nous sommes parlé avec le président, il a été très content des rapports que nous lui avons présentés. Il nous a dit que devant une telle gravité, il fallait qu'il invite le Premier ministre, chef du gouvernement ici à l'Assemblée nationale, avec les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense et les ministres de l'Action humanitaire. Il faudrait qu'ils viennent ici tous devant les députés de l'Ituri. Comme ça, nous allons avoir une séance de travail spécialement sur la situation sécuritaire à Djougou. La population est à débandade. Alors, cette situation vraiment nécessite à ce qu'on puisse parler avec les gouvernements pour que des mesures soient vraiment puissent restaurer l'autorité de l'État en Ituri. La situation dramatique de Beni a fait l'objet d'une séance de travail du caucus des députés du Nord Kivu avec le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, et ses autres ont procédé à cet effet à l'évaluation de l'état de la situation sur le lieu du drame. Zaloumé Toudandou nous en parle. L'heure est à l'évaluation de la situation après le massacre perpétré à Beni, dans la province du Nord Kivu. Les députés de cette entité administrative ont ainsi choisi d'échanger des informations avec le chef du type de défense. Cette séance de travail marathon de près de 2 heures du temps à insertion, Crispin Atamatabe Mogodi, une opportunité d'évaluer aussi avec ses élus du peuple l'état de la situation sur le terrain des opérations. Selon le député Djoma Balekwija, porte-parole du caucus, la ville de Beni connaît depuis bientôt 4 ans des moments troubles, de pertes en vies humaines et des pillages avec la présence du groupe armé ADF et beaucoup d'autres encore. Il n'y a plus de vie
à Beni, mais aussi aujourd'hui on constate que ça commence aussi à s'étendre, non seulement vers Lubero, Rutshuru, Massissi, non seulement on a les ADF au niveau de Beni, mais il y a aussi une prolifération de certains groupes armés dans la province, et alors là c'est vraiment inquiétant. Un seul message du caucus à la population, c'est de poursuivre la collaboration avec l'armée nationale pour mettre cet ennemi invisible hors d'état de nuire. C'est pourquoi ce message, nous insistons, nous l'avons toujours répété et on continuera, on ne le dira jamais assez. Les préparatifs des activités électorales, l'exécution à bonne date du chronogramme des étapes critiques, la sensibilisation des élections sur la machine à voter sont là les sujets évoqués au cours d'une réunion extraordinaire entre les comités de liaison de la CENI, partis et regroupements politiques. Marcelin Monanteba pour le reportage. Rassemblant les responsables des partis et regroupements politiques au Palais du Peuple avaient pour rôle, selon le président de la CENI, Corneille Nangaa, de placer tous et chacun dans des conditions confortables. Les élections combinées du 23 décembre 2018 approchent à grands pas. L'heure donc n'est plus au débat creux, a insisté le président de la CENI, qui fit d'ailleurs mention de l'exécution à bonne date et des activités déclinées dans les calendriers électoraux, tout en saluant l'implication des acteurs politiques quant au progrès enregistré par le processus électoral. Le numéro 1 de la CENI a, en répondant aux préoccupations soulignées lors des échanges, émis des attentes des acteurs politiques de s'investir dans l'identification, la désignation, la formation et le déploiement des membres des partis comme témoins dans les bureaux de vote. On vient de terminer une opération très importante. On a publié les listes définitives de tous les scrutins. Il ne nous reste que les élections. Le message clé à leur donner était que techniquement la CENI est prête pour aller aux élections le 23. Il y a des défis qui restent à relever, mais nous avons notre plan logistique en marche, la formation qui est lancée avec l'identification et le recrutement des agents, les repérages des bureaux de vote. Nous avons la sensibilisation qui doit continuer surtout sur la technologie électorale. S'il y a d'autres considérations politiques qui ne concernent pas la CENI, ça n'engage que les politiciens. Le 23 décembre, nous allons avoir les élections et nous espérons que tout le monde va participer comme ils se sont impliqués jusqu'à présent. Au sorti de cette grande réunion, les délégués des différentes formations politiques ont participé à la simulation du vote avec la machine à voter placée dans l'isoloir dans les conditions d'un bureau de vote. Prince Mundenga, c'est son nom. Cette personne vivant avec handicap, vous allez les découvrir malgré son physique qui laisse à désirer les candidats à la députation nationale dans la ville de Goma. La première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, très impressionnée par le courage des princes, l'a rencontrée. On suit. La province du Nord Kivu, avec ses 59 483 km² a plus de 6 000 habitants. Parmi ses dignes fils figure Prince Mundenga, un être spécial découvert par la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, grâce à ses œuvres sociales. Marié et père de 2 enfants, Prince Mundenga n'est pas complexé par son état physique et estime que celui-ci doit motiver les personnes valides et ceux vivant avec handicap à lutter contre l'oisiveté. Il est fier parce qu'au monde entier, il n'y a pas une personne qui est physiquement handicapée qui fait des activités que lui fait. Alors, ça lui encourage aussi de continuer parce qu'il y a de ces jeunes qui sont physiquement et qui ne sont pas handicapés et ils n'ont pas même cette idée de faire des activités pareilles. Alors pour lui, c'est de continuer à donner des conseils à la jeunesse, d'avoir une idée de changement de mentalité. Plus de 5000 jeunes des fondations qu'il a créées l'ont motivé à se présenter aux élections comme candidat à la députation nationale pour défendre leur cause. Prince Mundenga est sur la liste officielle publiée par la Commission électorale nationale indépendante. Il affûte déjà ses armes et toute sa base compte rafler les voix en sa faveur lors des prochaines joutes électorales. Le secteur sanitaire du secteur privé à but lucratif ou non domestique et internationaux se sont engagés à s'approprier les 6 piliers de santé pour une meilleure collaboration avec le secteur sanitaire public. Telle est la principale retombée de la présentation de résultats de l'étude sur les contributions du secteur privé. Une conférence présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila Soumanda. Pierrot Mbouyoussaïdi nous en parle.
La problématique liée au balisage de nouvelles pistes de renforcement d'une collaboration durable entre les secteurs publics et privés dans l'amélioration de la performance du système sanitaire en République démocratique du Congo, principal objectif visé par une vaste enquête de plus d'une année diligentée par le ministère de la Santé publique du gouvernement de la République au Congo profond. Au cours d'une conférence transversale de haute portée médicale, les panels d'experts sanitaires commis à cette tâche ont présenté les résultats de la dite étude dont la feuille de route prône un dialogue franc entre les deux secteurs. Le nouveau partenariat de la santé proposé par le ministre de la Santé aujourd'hui a pour principal mérite de définir le cadre dans lequel nous collaborerons tous pour atteindre notre objectif commun qui est d'offrir la couverture sanitaire universelle à notre population. Le secteur de la santé, l'un des principaux moteurs de la croissance économique de notre pays, constitue une ferme volonté du gouvernement de la République d'offrir à la population congolaise une couverture sanitaire universellement reconnue. La santé est un droit qui est garanti par la Constitution et nous avons aussi en République démocratique du Congo des professionnels de la santé qui sont en mesure d'offrir des soins de qualité, de transformer la République démocratique du Congo en un véritable hub, une destination de santé de qualité. La télé sanitaire axée sur la contribution du secteur privé s'est clôturée par la remise du rapport des experts aux autorités gouvernementales compétentes. La République démocratique du Congo tient déjà sa batterie de réformes à mettre en œuvre pour assainir l'environnement des affaires à l'horizon 2020. Cette feuille de route de réformes institutionnelles et sectorielles vient d'être validée par les comités de pilotage de réformes au niveau du gouvernement. Un reportage de Patrick Michel Moukoui. Assainir l'environnement des affaires pour booster l'économie du pays et créer plus d'emplois, le gouvernement tient fermement à ses ambitions. Après de longues séances de travail, les experts de l'administration publique et services étatiques ont pu mettre en place une feuille de route pour les réformes Doing Business 2020. Cette feuille de route regorge des réformes à 3 volets. On y trouve les mesures urgentes en rapport avec le Doing Business, les réformes à moyen et long terme et celles qui visent simplement à assainir l'environnement des affaires. Mais avant l'étape de la mise en œuvre, il fallait obtenir la validation du document par le comité de pilotage de réforme dirigé par le ministre d'État au plan. Validation obtenue ce mardi au cours d'une matinée en présence de tous les membres ou presque du comité de pilotage, aussi membres du gouvernement central et provincial. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, a bien avant cette appropriation institutionnelle étalé quelques réformes qui figurent dans ce document, au nombre desquelles l'enregistrement en ligne pour la création d'entreprises, la numérisation du cadastre foncier, l'institution de téléprocédures ou encore la création d'un ordre des architectes. Pour une bonne perspective, Anthony Kinzo a également présenté quelques contre-performances communiquées par la Banque mondiale en insistant sur les 6 mois restants avant de communiquer les réformes à la Banque mondiale. Conscient de la contrainte temporelle imposée au pays par le Doing Business, le ministre d'État au plan Modeste Batilukwebo a appelé toutes les parties à s'impliquer pour une application effective de cette feuille de route. Une séance de travail entre le ministre en charge de l'éducation et les nouveaux représentants de la Banque mondiale. Séance de travail qui a permis à ces derniers de passer en revue quelques projets financés par cette institution de Bretton Woods dans le secteur de l'éducation et d'élever cependant de nouvelles options de partenariat dans différentes réformes du secteur de l'éducation entreprises par les gouvernements congolais. Anastasie Dumbo, Jean-Pierre Tibango. Investir dans le capital humain, c'est investir dans les domaines de l'éducation. Le ministre en charge de l'éducation et les représentants de la Banque mondiale attendent multiplier des réunions pour lever de nouvelles options de partenariats qui tiennent compte de la dimension de la République démocratique du Congo car les projets actuels sont sous-dimensionnés. Il s'agit entre autres du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation PAC et du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Le gouvernement se réjouit des réalisations obtenues dans l'opérationnalisation des réformes stratégiques engagées avec l'appui notamment de la Banque et du Partenariat mondial pour l'éducation. Nous devons savoir préserver ces acquis. Alors que près de 10 millions d'enfants et de jeunes sont exclus du système éducatif, les nouveaux représentants de la Banque mondiale soulignent que le partenariat entre la RDC et cette institution de Bretton Woods sera axé sur le développement du capital humain. L'investissement dans le capital humain, qui veut en gros dire investir dans l'éducation des jeunes et investir dans la santé de l'ensemble de la population. Cet investissement-là
pour un pays comme la République démocratique du Congo, qui est un pays très peuplé, qui est un pays qui va chercher l'émergence, il est capital. La France est dit prête d'accompagner le gouvernement congolais dans la recherche des solutions au problème du chômage de jeunes. Pour ce faire, son ambassadeur en poste à Kinshasa a échangé avec le ministre de Petites et Moyennes Entreprises. Le plus ample détail dans ces reportages. L'entrepreneuriat chez les jeunes Congolais, ces sujets préoccupent le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et le diplomate français en poste à Kinshasa. Bienvenue Lyotan Joly et François Pujolas ont convenu de travailler main dans la main pour financer à court terme plusieurs projets liés à l'autonomisation de jeunes Congolais à la recherche de l'emploi. Une fois que ces projets se matérialisent, ont déclaré ces autorités, les jeunes Congolais dont il est question ici auront la latitude de monter leur propre business pour se prendre en charge financièrement, pourquoi pas à leur tour créer d'autres emplois. Notre partenariat a vocation à être global et à englober aussi les questions économiques. Et c'était le thème principal de nos discussions, à savoir sur la base de ce qui a déjà été fait, comment est-ce qu'on peut développer encore les flux d'échanges économiques entre les deux pays, faire en sorte que les communautés d'affaires, la communauté d'affaires française bien sûr, puissent développer ces projets ici, comment est-ce qu'on peut aider, le cas échéant aussi, à ce que le tissu économique congolais se développe, et notamment les PME, ce sont les projets du ministre en particulier. Et cette réunion du comité de l'ordre opérationnel à Goma, une rencontre qui a servi de cadre pour évaluer le respect de l'ordre aux frontières en vue de l'assainissement du climat des affaires. Mireille Ndeke nous en fait le point. C'est un projet qui très bientôt va être matérialisé. Il y a quelques mois, lors de la visite à Kubuye au Rwanda du poste de Karunge, sur proposition du DG de la 2e, François Béa-Kassonga avait pris la décision qu'il soit érigé un poste frontalier correspondant à Idjwi en RDC. À ce jour, la descente de François Béa dans ces territoires du Sud Kivu est inscrite dans le cadre de la visite du sud de Manganga dans le groupement de Bougaroula à 3 km du chef-lieu du territoire et de Kachebere à plus de 8 km du même chef-lieu devant abriter le poste correspondant à celui du Rwanda. Six Moukalai, directeur provincial de la DGM Sud Kivu, n'attend plus que l'ordre de débuter le travaux. Le directeur général, avec le pouvoir que le président lui a donné, il me donnera les instructions fermes pour que, comme nos amis ont déjà construit un poste frontalier, avec marché frontalier, il fallait nécessairement qu'il y ait les correspondants de l'autre côté. Nous avons dépêché une commission des chefs de division pour prendre langue avec les autorités administratives et les autorités coutumières, notamment le Mwami Rubenga qui nous a accompagnés depuis 2014 dans la recherche des solutions pour le désenclavement de cette île. Le chef coutumier et l'athée ainsi que les notabilités du coin sont voire très ravis. Dans un avenir très proche, donc, la population d'Idjwi n'aura plus forcément besoin de se servir de Goma ou de Bukavu pour se rendre au Rwanda. La problématique de la couverture médiatique des activités de la province du Haut-Ouéli a mis autour d'une table le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila, et le gouverneur de cette province, Marie Kalongo et Maurice Mbewa, ont signé ce reportage. Ils sont venus présenter leur civilité à l'autorité compétente de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, depuis sa désignation au rang de directeur général de cette institution étatique. Le premier citoyen du Haut-Ouéli, Jean-Pierre Lolakisonga, accompagné d'une forte délégation, a saisi l'occasion pour présenter les difficultés que connaît sa province en rapport avec la couverture médiatique des activités venues de sa province, ainsi que la régularisation de la situation administrative du personnel de son entité territoriale. Le gouverneur du Haut-Ouéli a également proposé quelques subjections au directeur général de la RTNC, entre autres la rétrospective des éléments venus des provinces. Évaluer ensemble, c'est ce qui a été dans le corps de nos échanges, la mise en œuvre du contrat qui lie la RTNC avec le gouvernement provincial du Haut-Ouéli, s'agissant de la prise en charge de la médiatisation de nos éléments que nous envoyons de la province du Haut-Ouéli pour la RTNC. J'ai apprécié l'homme, mais également sa vision de faire de cet outil, de cet instrument public, une grande chaîne qui prend en charge
la bonne marche des institutions de la République démocratique du Congo. Préoccupation bien reçue par le numéro 1 de la RTNC qui a pris bonne note de toutes ces questions et a rassuré ses interlocuteurs du suivi des démarches qu'ils ont entreprises. Le gouverneur du Haut-Tuélé, Jean-Pierre Lolakisanga, est sorti satisfait de cette audience. Les nouvelles des provinces dans ce journal. D'abord, dans les Hauts-Katanga, la Fondation Les Amis René Otudi a procédé à la remise de nouvelles installations hygiéniques au profit d'une école de Lubumbashi. Un reportage de nos confrères de la RTNC au Katanga. Le social et le développement durable restent toujours le cheval de bataille de la Fondation Les Amis de René Otudi Aro. C'est dans cette optique que cet ASBL a tenu à soutenir l'école Kabbalah avec la construction de nouveaux blocs de latrines modernes en lieu et place des anciennes installations sanitaires non conformes aux normes hygiéniques. La Fondation Aro a aussi réfectionné les bâtiments de cette école du quartier Don Bosco dans la commune annexe. Lors de la cérémonie d'inauguration ce samedi 22 septembre 2018, le président fondateur Otudi Olambareni a été chaleureusement accueilli par plusieurs membres, la population du coin, le personnel enseignant et les élèves. Peu après, le docteur Otudi Olambareni, gynécologue de formation, a remercié l'assistance pour cet accueil avant de procéder à la coupure du ruban symbolique. Une étape suivie de la visite du bâtiment rénové et particulièrement les nouvelles installations sanitaires. Et là, on a fait et pour les filles et pour les garçons. Et on a réhabilité aussi les bâtiments. La fondation va aussi supporter 50% des frais scolaires pour les mois prochains. Une satisfaction également pour plusieurs autorités locales et le promoteur de l'école Kabbalah. Justice, paix, développement et unité, telle est la devise de la Fondation Les Amis de René Otudi, dont le siège social se trouve au numéro 21 de l'avenue de la Révolution dans la commune de Lubumbashi. Toujours dans les Hauts-Katanga, le gouverneur de cette province poursuit sa tournée à travers différentes communes pour cette troisième étape de sa visite. Pandekapo pour inspecter la commune de Kamalondo où il a initié un dialogue social avec ses administrés. Question d'inculquer à ces derniers les valeurs morales. C'est une ambiance de fête qui a régné à l'arrivée de l'autorité provinciale devant le bureau de la commune de Kampemba, deuxième étape de la tournée du gouverneur à travers toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Célestin Pandekapopo avant tout s'est construit l'objet de sa présence dans cette partie de la capitale du cuivre, présence qui s'inscrit dans le cadre du dialogue social qu'il a initié. Le gouverneur veut par cette campagne s'imprégner de toutes les difficultés que rencontrent ses administrés et y remédier. Il s'en suivra un jeu de questions-réponses entre l'autorité provinciale et ses administrés. Plusieurs doléances ont été enregistrées sur notamment la réhabilitation des grandes artères, entre autres l'avenue de la Roachi au quartier Kigoma, le manque d'eau et d'électricité ainsi que l'insécurité qui bat son plein dans différents quartiers de la commune. Très attentif à toutes ces doléances, Célestin Pandekapopo a promis d'user de toutes ses forces pour y répondre. Cette campagne de sensibilisation et de conscientisation initiée par le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo, s'étendra à travers toute la ville de Lubumbashi avant d'atteindre tous les territoires de la province. L'aéroport international de Mbuji-Mayi se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le gouverneur Ngoï Kassanji fait un appel au gouvernement central de la République pour trouver des solutions à ces problèmes. Images et commentaires. Dimanche 23 septembre 2018, un Boeing 737 a détaché à son décollage près de 15 mètres carrés de bitume de la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi, ce qui a entraîné la fermeture de cet aéroport international pour les prochaines 48 heures. Le gouverneur de province a visité ce lundi 24 septembre 2018 les travaux de renforcement de l'asphalte de cette piste avec des enrobés denses qui sont exécutés par l'Office des routes sous la supervision du ministre provincial des Travaux publics et infrastructures du Kassai oriental. Alphonse Ngoï Kassanji lance un cri d'alarme au gouvernement de la République et à la RVA, Mbuji-Mayi étant essentiellement ravitaillé par son aéroport. Et nous trouver une solution, ne serait-ce qu'intermédiaire. Ces 15 mètres-là, de couche de bitume sur notre piste pour permettre l'atterrissage et le décollage d'avions sur cet aéroport. Ça peut encore arriver sur notre partie. Si cette solution dont je parle, de 15 mètres, n'est pas trouvée. Moi, j'en appelle à cette volonté-là, de toutes les autorités qui me suivent en ce moment, pour intervenir en urgence.
Le trafic aérien au départ et à destination de la ville diamantifère est suspendu pour 2 jours. Un manque à gagner considérable pour la province de Basse-Orientale et les compagnies tant nationales qu'internationales qui se posent au quotidien sur cet aéroport stratégique au centre de la République. Le ministre de la Santé a décidé d'installer un laboratoire mobile de lutte contre la maladie à virus Ebola à Bunia dans la province de l'Ituri. Ceci après avoir décelé quelques cas de décès au bord du lac Albert. Reportage. De la maladie à virus Ebola à Tagba dans le secteur de Baïma Sud au lac Albert, l'air est à la mobilisation des partenaires pour faire face à cette épidémie. Une mission s'est rendue ce dimanche sur place, entre autres le vice-gouverneur de l'Ituri, Pacifique Taoupar, question de se rendre compte de la situation et sensibiliser la population locale sur les mesures du jeûne à observer. Nous sommes venus voir un peu la situation macabre qui s'est passée ici avec la dame qui est décédée ici et voir un peu comment est-ce que nous pouvons contenir la situation, parce que avec tous les contacts qu'elle a eus, ça nous faisait peur qu'il y ait une large contamination. Nous sommes très contents du travail qu'a l'équipe qui nous a précédés. Pour sa part, le coordonnateur national de la riposte des épidémies au ministère de la Santé, Dr Bate Njoloko, parle de dispositions prises. Évidemment, Ebola, il faut craindre, mais il ne faut pas paniquer. Ebola, c'est une maladie qui tue et qui a une histoire. Nous allons construire un centre de traitement Ebola à Tchomia, ça c'est sur orientation du gouverneur. Et toutes nos équipes sont déjà là, les partenaires sont déjà mobilisés pour construire carrément toute la riposte et jeter tous les jalons de la riposte que vous connaissez d'ailleurs, parce que vous êtes des journalistes déjà spécialisés en Ebola. Il faut dire, c'est depuis le 1er août que l'épidémie à virus Ebola a été déclarée dans la zone de santé du Makeki à Ituri par le ministère de la Santé. Avant d'éclore complètement ces journaux, la Fédération des entreprises au Congo a organisé une réunion au cours de laquelle des mesures ont été prises afin d'assurer l'écoulement de produits agricoles de milliers ruraux vers le centre de consommation. Images et commentaires. Les femmes entrepreneurs du comité provincial de la Fédération des entreprises du Congo, honorées par la visite de la représentante de l'ONU Femmes en RDC, Awandia Isek, et de la vice-présidente nationale de CPF, Eliane Moukeni. Question de palper les réalités sur l'évolution des travaux de transformation de jeunes entrepreneurs. On est toujours encouragé quand on trouve des mamans qui ont suivi des formations, qui savent communiquer, qui savent présenter leurs problèmes en présentant d'abord leurs réalisations. J'ai été reçue de manière très professionnelle. Elles ont présenté leurs demandes de manière très professionnelle en m'indiquant ce qu'elles ont déjà réalisé, les défis qu'elles ont et les solutions qu'elles suggèrent. Pour voir d'abord les produits qu'ils ont exposés, et plus aussi pour faire un peu des observations qui permettent aux femmes d'améliorer leurs produits. Je suis venue avec Madame Awa, qui est la représentante de l'ONU Femmes, et depuis son arrivée en RDC, elle a décidé vraiment de donner son temps sur le programme de l'autonomisation économique de la femme. Et donc c'est dans ces cadres-là qu'elle vient regarder les produits des femmes, acheter, goûter et faire des commentaires. Un journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité au programme de la télévision nationale congolaise. Au revoir.